Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sauvé. Aujourd'hui, on va développer 6 sujets les plus importants, la base, la pratique et la maîtrise de chacun. Reste avec moi, je vous montre. Mon nom c'est Rock Dubois, puis aujourd'hui le sujet, ça va être un petit sujet aussi intéressant que d'habitude, que j'espère que vous aimez. Ça va être des sujets qu'on va avoir à développer. Moi, j'ai sorti 6 sujets qui sont les plus importants, puis on va checker c'est quoi la base de chacun, la pratique de chacun, puis maîtriser chacun de ceux-là. Fait que je vais commencer par vous expliquer chacun de ces sujets-là. Il y a le premier qui est le point principal de tout, c'est l'abri. Le deuxième, c'est le feu. Le troisième, c'est l'eau, la nourriture, l'orientation et la communication. Là, je vous les ai donnés en ordre que moi, je préfère pour moi. Puis c'est en ordre de priorité pour la survie en général. Si on commence à développer l'abri, moi, je me suis fait un petit tableau comme celui-ci. Je vais vous le montrer de près. Ici, c'est les sujets. On peut en avoir d'autres, des sujets. Ça, c'est les principaux pour la survie. Après ça, ici, la base, la pratique, puis maîtriser. Fait que quand on a atteint la base, on fait un crochet. On a atteint la pratique, on fait un autre crochet, ainsi de suite. Comme ça, moi, je suis très méthodique dans mes choses. J'aime pas avoir de mauvaises surprises. Fait que je vais étape par étape. Fait, on commence avec l'abri. Les abris, pour commencer à prendre la base, regardez des vidéos, regardez des livres, les lire plutôt. Puis, vous essayez de trouver ceux que vous trouvez les plus intéressants. Vous prenez des notes, vous écrivez pour vous en rappeler. Parce que dans les abris, vous allez avoir des tentes, des tarpes, vous allez avoir le bois naturel que vous allez trouver sur place, faire des abris. Comment faire des abris, si mettons il n'y a pas de bois, vous êtes sur le bord de la mer, puis il y a des pierres, tout ça. On peut faire aussi des abris avec des pierres. Fait qu'on utilise les matériaux qu'on a à portée de la main. Mais si vous aviez emmené une tente ou un tarp, il faut choisir des choses qui sont simples. Parce qu'un tarp, on peut faire plusieurs dizaines de modèles différents d'abris. Tandis que la tente, elle va vous donner une seule sorte d'abri. Si vous prenez une tente, vous essayez de prendre la tente le plus compact possible, le plus léger possible, puis les bâtons, le moins de bâtons possible et le moins long possible. Fait que ça, c'est très important. Ça va être votre base. Quoi que c'est que vous allez choisir pour vous faire de la pratique aussi. Là, vous avez choisi, mettons, une dizaine de choix là-dedans. Maintenant, vous avez barré base. Là, vous allez aller à pratique. Vous allez vous pratiquer. Vous pouvez vous pratiquer juste en arrière de chez vous pour commencer. C'est comme ça qu'on apprend. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans le bois pour commencer. Pratiquez-vous juste en arrière de chez vous si vous avez à vous pratiquer. Fait, vous faites tous les modèles jusqu'à temps que ça devienne fluide. Ça, on n'apprend pas ça juste dans une journée. Il faut le pratiquer de temps en temps. La pratique est bonne. Ça fait plusieurs semaines que vous pratiquez. Puis là, c'est rendu, vous les savez par cœur, vos modèles, tout ça. Puis vous en savez plusieurs. Au moins une dizaine, c'est un minimum. Là, pour faire votre petite maîtrise, pour maîtriser vraiment que vous le maîtrisez, parce que le faire à la maison et le faire en forêt, c'est blanc et noir. Il y a toujours des surprises qu'on ne s'attend pas. Là, il va falloir que vous essayiez de le faire quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, il fait soleil, parce que les abris, c'est pour tout ça. Autant la pluie, le soleil, vous protégez du vent aussi, de la neige,
de tout genre de situation. Fait que ça va être important. La maîtrise, elle, c'est qu'elle va englober tout ça. C'est votre doctorat, si on veut, une maîtrise à l'école. Bien, c'est un petit peu ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Vous passez par la base, la pratique, et après ça, la maîtrise, c'est que jusqu'à temps que vous réussissez. Puis si vous avez manqué votre maîtrise, allez pas cocher que vous l'avez réussi. Il faut être honnête avec soi-même. Parce que si vous êtes dans un état qui va être réellement alarmant, puis vous le savez juste plus ou moins, ça compte pas, c'est pas bien. Vous allez peut-être pouvoir vous débrouiller, mais il faut que ça devienne machinal. Parce que moi, j'ai toujours dit, la pratique, c'est le secret de votre succès. Pratiquer, pratiquer, c'est super important. Moi, j'en ai fait toute ma vie, puis je continue toujours à me pratiquer. De temps en temps, je vais sortir un tarp, puis je vais faire quelques modèles, tout le temps pour remémorer. J'aime apprendre tout le temps des nouvelles affaires. Il y a toujours de quoi dans la survie à apprendre. Ça l'arrête jamais, jamais, jamais. On ne peut pas être à 100% là-dedans. Il y a toujours à apprendre. On va au deuxième sujet, le feu. Le feu, vous essayez d'apprendre au moins une dizaine de techniques de faire des feux. C'est la base d'en apprendre une dizaine. Il y en a qui vont dire, ah, moi j'en sais 3-4, puis ça me suffit, puis en plus je traîne un lighter, des allumettes, je ne veux pas aller plus loin. C'est correct pour vous. Mais si vous voulez être un vrai bon survivaliste, parce que moi, mon but, je veux que vous faites des bons survivalistes, puis que vous allez être capable de le montrer en situation d'urgence à du monde aussi, puis vous allez pouvoir vous sauver la vie s'il arrive quelque chose. On parle toujours s'il arrive quelque chose. Mais moi, j'aime mieux prévoir au cas où on ne sait jamais. Fait que pour faire du feu, il y a plusieurs façons qui existent, que ce soit un silex, un fire rod, magnésium, friction par bois comme ça, friction avec le bois, avec un archer, un petit arc. Il y a plein de façons qu'on peut faire des feux. Puis, un coup que vous avez la base, toutes les sortes de feux que vous désirez faire, trouvez-vous une dizaine de méthodes. Un lighter, il n'est pas considéré une méthode de faire du feu en passant. Des allumettes non plus, tout le monde est capable de faire ça. Je parle des choses de survie qui sortent de l'ordinaire. Fait que c'est juste un plus des allumettes puis un briquet. Fait que vous essayez de vous en trouver une dizaine. Vous n'avez pas besoin d'en savoir 25, comme moi j'en ai montré déjà beaucoup, mais c'est pas ça qui est important, c'est d'être capable de les maîtriser. C'est ça qui va être important. Après ça, c'est vous pratiquer. Un coup que vous savez, votre base, que c'est ça que vous voulez faire, là, vous allez essayer de vous pratiquer. Pratiquer, 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 jusqu'à temps que ça devienne fluide, ça va bien. OK, vous êtes prêt à passer, on maîtrise ça. Mais là, vous savez, la maîtrise, c'est toutes les températures puis toutes les saisons. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il vente. Il faut être capable de partir un feu avec les choses qu'on trouve sur place. Fait que ça fait une autre petite coche si vous avez réussi, parce que ça, c'est hyper important. De l'eau. Ah, de l'eau. Ça, c'est l'essentiel de la vie. L'eau, il y a des petites pastilles qui vendent. Il y a des petites pailles filtrantes. Il y a des vrais filtreurs pour siphonner. Des petites pompes pour filtrer. Ça, c'est tout bien. C'est important que vous les appreniez, ça aussi. Mais il y a d'autres façons de filtrer. Mettons, si vous avez une bouteille, vous pouvez mettre un mouchoir de coton. Vous mettez du charcoal que vous avez fait un feu. Vous en mettez quelques pouces. Vous mettez après ça une couche de gravier avec du sable. Mais ne mettez jamais de terre. Jamais de tourbe non plus. Du gravier lavé d'un ruisseau ou d'une rivière. Vraiment du gravier fin, sablonneux. Et après ça, sur le dessus, vous allez mettre de l'herbe. Environ 1 ou 2 pouces d'herbe qui donne environ 5 cm chaque épaisseur. Et vous pouvez remettre une couche de coton, soit un t-shirt de coton ou soit un foulard de coton que vous aviez dans votre EDC ou dans votre sac à dos. Fait que ça, vous allez couler
environ la valeur d'une bouteille d'eau pour nettoyer le premier coup. Puis après ça, vous allez mettre un contenant en dessous, puis vous allez vider. Vous allez rester surpris comment l'eau sort très claire. Vous allez pouvoir prendre de l'eau qui est brouillée, vous allez le vider. Puis chaque étape fait effet de filtrage. Le sable, le gravier va vous donner des minéraux en plus. Puis le charbon qui est en bas, lui, va ôter les bactéries, les odeurs, les senteurs. Puis il va purifier votre eau réellement. Puis ça fait vraiment toute une différence. Ça, c'est toutes des choses très essentielles pour la filtration. C'est un peu comme les filtreurs quand vous les achetez, les pailles. C'est toutes des petites couches de choses d'affaires comme ça, comme un jumeau. Fait que ça, c'est une façon. Vous n'avez pas de bouteille, c'est pas un problème. Vous avez des foulards. Premier foulard, vous l'attachez sur, mettons, un tripode, puis vous mettez vos morceaux de charbon dans le bas. Dans celui du milieu, c'est du gravier avec un autre petit mouchoir de coton, puis l'autre mouchoir de coton avec des herbes. Puis, ils vont s'égoutter de un à l'autre comme ça, jusqu'à temps qu'ils arrivent dans votre contenant d'eau potable. Fait qu'un coup que vous avez, il y en a d'autres en plus, hein, je pourrais vous en compter beaucoup, mais là, vous trouvez la base de chacun pour la filtration d'eau que vous allez vouloir développer. Parce que ça dépend dans quel genre de situation que vous êtes. Fait que c'est important d'aller chercher l'eau, c'est votre base de vie. Fait qu'un coup, vous avez votre base, vous allez vous pratiquer à le faire à la maison. Parce qu'à la maison, on est bien installé en arrière, sur le patio ou sur la pelouse. Mais le vrai enjeu, ça va être quand vous allez faire votre maîtrise. La maîtrise, elle, là, vous allez être dans le bois, puis vous essayez les méthodes que vous avez prises dans votre base. Mettons, vous en prenez 5 qui sont, ou 10, vous essayez de les maîtriser chacun. Ça se peut que vous allez être capable de maîtriser 2, 3, puis il y en a 2, 3, vous n'avez pas maîtrisé. Vous les prenez en note pour le prochain coup, que ceux-là, il va falloir vous pratiquer spécifiquement sur ceux-là. Ça, c'est une méthode vraiment pour apprendre. C'est vraiment la méthode que moi, j'utilise pour apprendre. La nourriture. Ça, la nourriture, c'est à peu près ce qui est plus dur pour tout le monde à trouver. Parce que c'est pas tout le monde qui connaisse les plantes qui sont bonnes à manger, mais il existe des panoplies de livres, de vidéos sur les plantes pour se nourrir. Fait que la base de ça, c'est de prendre toutes les plantes que vous voulez apprendre pour vous nourrir. Ça, on n'apprend pas juste 5 ou 10, c'est un minimum de 20 qu'il faut au moins apprendre. Ça, c'est vraiment le minimum. Fait que vous en apprenez au moins une vingtaine, puis après ça, vous en apprenez un peu plus. Un coup que vous avez tout rempli ça, vous pouvez élargir dans chacun de ces domaines-là un petit peu plus, puis un petit peu plus. C'est ce que je fais, moi. Fait que côté nourriture, vous apprenez quelle sorte de fleurs qu'on peut manger, quelle sorte de plantes qu'on peut manger. Les racines, on peut-tu les manger? Les feuilles, sous les écorces, le cambium. Le cambium, est-ce que c'est tous les arbres qu'on peut manger? Non. Il y a certains cambiums qui sont pas bons à manger. Fait que les meilleurs, c'est le pin, le sapin, les bouleaux, les plaines érables, jeunes érables, pas des vieilles érables, parce qu'elle est trop dure. Fait que ça, le cambium, ça, on trouve ça, c'est entre l'arbre, qui est le bois, et l'écorce. C'est vraiment la petite peau fine qu'il y a autour de ça. Puis quand on coupe du cambium en passant, on ne coupe pas le tour de l'arbre parce que vous venez de faire mourir votre arbre. On se coupe une rangée qui est face à l'arbre, mais on va le moins possible en largeur, on va en hauteur. Comme ça, vous n'allez pas tuer votre arbre. Puis on poigne la partie qui est lisse sur le bord de votre arbre. Puis en passant, le meilleur temps de récolter le cambium, c'est
le printemps, quand la sève monte, elle va être croustillante à peu près comme une carotte que vous allez peler. C'est comme ça. Ça, c'est dans le meilleur des temps. On peut le manger cru comme ça. Puis plus qu'on attend, puis on avance dans l'année, ça va être, faut le faire bouillir pour qu'il soit consommable plus facilement. Parce que vous allez avoir l'impression que vous mangez du bois complètement. Parce que c'est en réalité du bois, du jeune bois, mais étant donné qu'il est très tendre, c'est un petit peu comme des quenouilles, des pieds de quenouilles. Au printemps, vous mangez des pieds de quenouilles, ils sont super tendres. Puis si vous attendez durant l'été, ils sont extrêmement durs. Ça n'est plus mangeable, c'est très coriace. Fait que dans la nourriture, vous allez pouvoir aller chercher toutes sortes de nourriture que vous allez aimer, les petits fruits puis tout ça. Parce que des fois, ici, comme dans nos forêts, on a 4-5 petites baies bleues qui ressemblent à des bleuets. Mais c'est pas tous des bleuets. Les bleuets sont très bons, sont sucrés. Oh, il y a un autre petit affaire qui est bleu ici. C'est quoi ça? Fait qu'il faut prendre le temps. Ça, la base, c'est on écrit toutes les sortes de fruits qu'on veut, toutes les sortes de fruits qu'on veut. Vous pouvez en mettre une trentaine, c'est encore mieux. Il vaut mieux en avoir plus que moins. La pratique, la manière qu'elle va se faire pour la nourriture, vous allez prendre votre téléphone ou votre livre que vous avez acheté, puis vous allez faire de l'identification dans le bois. Tant que vous n'avez pas identifié comme il faut la plante, vous ne la mangez pas. Moi, j'ai pas envie que quelqu'un s'empoisonne ou qu'il tombe malade. Puis quand on n'est pas sûr, on le met juste sur la lèvre pour voir s'il y a une réaction. Après ça, on attend un certain temps, on y goûte avec la langue. Bon, aucune réaction, on peut en manger une petite baie pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'il y en a des fois, les réactions sont un petit peu plus lentes que d'autres. Mais si vous n'avez pas eu d'enflure, de picotement, de rougeur, c'est déjà un bon signe. Puis si vous le mettez sur la langue, vous n'avez pas de picotement, pas rien de désagrément, pas de mauvais goût non plus. C'est un autre excellent signe. Puis après ça, on peut y goûter. Mais avant tout, de faire ces preuves-là, ça c'est quand on est en survie. Vous prenez votre livre, vous prenez votre téléphone cellulaire et vous identifiez être à 100%. Les champignons, c'est la même chose. Il faut être à 100%. Fait que là, vous allez avoir pratiqué, vous êtes capable facilement de trouver « Ah oui, ça c'est mangeable, ça s'appelle tel fruit, c'est un bleuet, ça c'est une framboise, ça c'est... » Parce qu'il y a des feuilles d'arbres aussi qu'on peut manger quand ils sont jeunes. Fait qu'il y a plein de petits trucs. Il faut vous les développer comme ça. Là, après ça, on voit la maîtrise. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de livre. Puis quand on n'est pas sûr, vous faites le petit truc que j'ai dit tantôt, on y goûte. Puis si vous n'êtes pas sûr, vous n'y touchez pas. Vous attendez de revenir à la maison pour l'identifier. Emmenez-en un échantillon pour être sûr avant de la manger. Mais toutes les choses que vous êtes sûr, vous pouvez vous faire des petits défis. Comment je suis capable d'en trouver, mettons, dans 1 heure ou dans un avant-midi. Puis ça va être votre maîtrise. L'orientation, c'est extrêmement important. L'orientation, là, on tombe l'autre niveau. 5e point. L'orientation, c'est important. Vous connaissez votre boussole, les yeux fermés. Que vous connaissez votre nord, sud, est, ouest, les degrés au complet. Que vous savez que le 0, le 360, c'est le nord. L'opposé, c'est 180 degrés qui tombe la moitié. L'opposé, c'est le sud. L'est, qui est 90 degrés. 270 degrés, c'est l'ouest. Fait que c'est important. Puis entre ça, nord, nord-ouest. Fait qu'il faut tout vous les décortiquer. Essayez de les savoir par cœur. Ça, c'est pas dur à apprendre. C'est essentiel pour se débrouiller. Fait l'orientation, il faut être capable de s'orienter avec une carte et boussole. Savoir s'orienter avec une boussole sans carte, puis ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'orienter, à quoi ça sert?
avoir une boussole si on n'a pas de carte? C'est parce que vous ne connaissez pas c'est quoi de l'orientation. Parce que moi, je peux rentrer dans n'importe quel bois, je prends mon point de départ. Avant de rentrer, je sais où que je rentre. Je vais aller où ce que je veux dans le bois. A, B, C, D. Faites n'importe quel point. On tourne en rond. Puis je vais ressortir à mon point exactement où ce que c'est que j'ai rentré. Ça, c'est savoir utiliser sa boussole, même si vous n'avez pas de carte. C'est sûr, avec une carte, c'est extrêmement facile. Mais vous commencez à apprendre avec une carte. Après ça, vous apprenez le second échelon qui est juste avec la boussole. Puis, ça ne s'arrête pas là, l'orientation. Comment qu'on peut s'orienter si on n'a pas de boussole? J'ai fait une petite émission avant, puis il y en a qui pensaient que la mousse des arbres, que c'était faux, tout ça. Non, c'est pas faux, c'est vrai. C'est parce qu'ils ne cherchaient pas le bon endroit, les bons arbres. Parce que si vous allez dans un bois, puis le bois il est tout mixte, c'est très humide, fait que la mousse, elle va pousser tout autour de l'arbre, elle peut pousser dans le nord, le sud, ça n'a aucune importance à cause que le taux d'humidité, il est égal un peu partout. Il faut prendre des arbres qui sont vraiment séparés des autres, qui sont solitaires, qui aient au moins une vingtaine de mètres alentour. Là, vous allez pouvoir identifier s'il y a un petit peu de lichen ou un petit peu de mousse sur le côté. Normalement, ça garde environ une dizaine de degrés. C'est très, très spécifique. Là, vous allez trouver réellement votre nord. Puis il existe d'autres façons. Vous avez juste à regarder la vidéo qui est un petit peu auparavant. Puis vous allez pouvoir vous orienter avec ça. Parce que moi, j'ai déjà suivi un cours avec des Amérindiens dans le nord du Québec. Puis eux autres, ils trouvent ça bien drôle qu'il y a des YouTubers, ils ont parti ça, dire « Ah, c'est pas vrai, on peut pas se fier là-dessus. » Oui, on peut se fier. Eux autres se sont tout le temps fiés là-dessus, puis ils étaient capables de trouver le nord. C'est parce que il y en a qui sont allés dans le bois, puis ils n'ont jamais appris les vraies bonnes méthodes de comment s'orienter. Fait qu'il y a bien des façons de s'orienter. Il y a aussi, on peut s'orienter par les étoiles. Moi, je ne connais pas l'orientation des étoiles. Je connais où est l'étoile polaire pour m'indiquer le nord. C'est à peu près la seule affaire que je connais. Le chaudron, la petite ours, la grande ours. J'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup. Juste l'essentiel, c'est environ 6 différents patterns dans le ciel que je connais. Je n'ai pas été plus loin que ça parce que je trouve que c'est assez compliqué. Dans le coin que je suis ici, on voit des satellites, quand même beaucoup de satellites. On voit même la station spatiale qui se trouve au-dessus des États-Unis, qui est assez au-dessus de nous autres aussi, parce que moi, je reste dans le sud du Québec. On la voit très bien, la station spatiale, le soir, nous autres ici. Fait qu'elle éclaire comme 10 fois l'étoile polaire. Ça devient trompeur. Il y a de plus en plus de satellites. Moi, je trouve que ça devient plus compliqué. Puis des fois, même le pattern, il est dur à trouver parce que il y a des satellites qui se trouvent, qui sont très... Ils s'éclairent beaucoup, fait que ça devient compliqué là-dessus. Mais quand même, j'en ai appris quelques-uns pour aider à l'orientation. Vous avez aussi une autre façon pour l'orientation avec le soleil, le jour, avec l'ombre. Vous attendez environ 15 minutes à une demi-heure, puis vous prenez l'autre tige. Fait que ça, c'est toutes des façons que vous allez pouvoir mettre dans votre base que vous voulez apprendre, les différentes façons d'orientation. Là, après ça, vous allez les pratiquer. Les pratiquer, c'est moins évident. Il faut vraiment vous pratiquer plusieurs fois. Puis quelqu'un qui n'est pas habitué avec une boussole, moi, je vous conseille de le faire dans un champ. Sans aller dans le bois pour commencer, pratiquez-vous dans un champ, vous allez comprendre le système d'orientation avec ça. Je vais en faire une vidéo sur l'orientation. À un moment donné, je vais en faire un, puis je vais l'expliquer réellement les étapes à suivre parce que c'est vraiment essentiel l'orientation. Il faut vous le maîtriser aussi. Puis la maîtrise, ben, vous allez dans le bois, puis vous essayez chacun des choses que vous voulez apprendre avec boussole, sans boussole, avec carte, pas de carte, avec des bâtons, avec l'ombre, suivre le soleil aussi.
parce que dites-vous, le soleil, il bouge, fait que à mesure que vous bougez, c'est la même chose. Fait que c'est toutes des choses, l'orientation, c'est assez vaste, mais c'est essentiel sur la survie. Les communications, ça, c'est le 6e. Les communications, c'est réellement essentiel. Il existe 3 sortes de communication. Là, je ne parle pas de téléphone cellulaire, je parle de radiocommunication. Les 3 choses qui sont importantes à apprendre, là, on tombe dans un autre niveau, un peu plus haut. Quelqu'un qui veut vraiment se spécialiser dans la survie, ça fait partie réellement de la survie. Vous avez les walkie-talkies. Les walkie-talkies, tout le monde peut les utiliser, c'est simple, c'est facile. On se parle d'un à l'autre. Les chasseurs, souvent, vont avoir un système de walkie-talkie en moto ou en 4 roues. Vous faites des petites randonnées, puis vous avez plusieurs sentiers, vous êtes en camping, c'est le fun. Ça, c'est la base pour apprendre. C'est quoi après ça? La deuxième étape dans les communications, c'est le CB. Le CB, c'est une coche un petit peu plus haut que le walkie-talkie. Le walkie-talkie, vous allez avoir 16 canaux. Vous avez des sous-canaux aussi, vous pouvez avoir. Mais vous avez 16 canaux qui est légal que tout le monde, ça ne prend pas de licence. Vous pouvez parler entre vous sans aucun problème. Vous avez 40 canaux. La même affaire, vous avez des sous-canaux. Side-band, low-band. Puis, moi, j'ai fait beaucoup de CB dans ma jeunesse. J'organisais des chasses mobiles. C'est comme ça qu'on apprend énormément les chasses mobiles. Comment retrouver quelqu'un. Juste, il n'y a même pas besoin de parler, juste apaiser son PTT ou un carrier, dépendant comment que vous l'appelez. Ça, c'est le piton qu'on pèse pour pouvoir parler dans votre CB. Il peut arriver quelqu'un qui est blessé et il n'est pas capable de parler. Il peut juste peser sur le carrier dessus, puis on peut retrouver une personne très rapidement. Ça, c'était pour ça que j'ai fait beaucoup de chasse mobile. Le chasse mobile, ça c'est vraiment, ça va être de quoi que je vais faire une émission spécialement là-dessus pour que le monde comprenne que c'est une chose qui est vraiment essentielle aussi. Parce que ça peut, sur la survie, vous sauver la vie. Pas juste pour vous retrouver. Mettons, si vous êtes dans un temps de crise ou un temps de guerre, n'importe quoi, il faut faire attention de ne pas parler longtemps. Parce qu'on peut vous retrouver comme ça, super facilement. Moi, je vous garantis, dans un périmètre de 10 km, je suis capable de vous retrouver en dedans de 15 à 20 minutes. Si vous pesez pas plus que 15 secondes sur votre carrier, c'est comme ça qu'on est capable de trouver. Si vous pesez 2 fois, la deuxième fois, un autre 15 secondes, je vous trouve en dedans de 15 à 20 minutes, mais ça me prend minimum 2 fois pour vous trouver. Puis, ça ne sera pas long. On appelle ça des chasses mobiles. C'est un jeu qu'on se faisait quand j'étais plus jeune. Puis ça se faisait en ville. Puis le monde se cache. On le faisait en voiture. Puis je vais vous dire que c'est tout un défi. Au début, ça peut vous prendre peut-être 1 heure à trouver quelqu'un. Puis des fois, vous ne les trouvez même pas. Puis à la fin, quand vous en avez fait plusieurs mois, moi j'en ai fait plusieurs années, j'en ai organisé souvent. Puis je peux vous dire que c'était ma moyenne, c'était 15-20 minutes. Puis quelqu'un qui était habile aussi, c'était ça, 15-20 minutes en moyenne, on trouvait. Puis c'était tout le temps dans un cercle d'environ 10 km dans la ville de Sherbrooke, juste pour vous donner une idée que c'est une population d'environ 200 000 personnes avec les banlieues qui alentourent. Puis c'était pas plus long que ça de trouver quelqu'un. C'est très facile, très simple. Fait que ça, c'est un système de communication. Le 3e système de communication, c'est le radio amateur. Le radio amateur, il n'est pas pour tout le monde, mais il est essentiel. Il est essentiel parce que vous pouvez parler partout sur la planète avec. Il y a des ondes courtes qui, des fois, qui vont passer, mais vous savez ce qui se passe alentour de vous. Le fait de savoir qu'est-ce qui se passe alentour de vous, même si vous n'avez pas le droit de parler dessus, ça m'en dit beaucoup quand c'est en temps de survie. Vous savez qu'est-ce qui se passe alentour. Eux autres, ils ne savent pas que vous les écoutez.
Fait que ça, c'est un point. Il y a un autre point qui est très important. Vous avez un bouton de détresse dessus. Vous vous blessez, vous êtes en état de détresse extrême. Vous n'êtes pas capable de parler. Vous êtes réellement blessé. Vous vous mettez sur un poste que ça parle, puis vous pesez sur votre bouton de détresse. Emergency. Puis là, ça va crier. Vraiment, là, c'est alarmant. Puis vous allez voir, ça ne sera pas long, il va y avoir quelqu'un à et qui va venir à votre secours. Étant donné que vous n'avez pas le droit non plus de parler, puis quand on est en état de détresse ou de guerre, même si vous n'avez pas le droit, utilisez-les. En survie, vous avez le droit à tout. Vous ne vous laissez pas mourir pour ça. Vous avez le droit à tout quand que vous êtes en état de survie. Fait que le système de détresse, ça en est tout un. Parce que des fois, il y en a qui achètent ou ils s'abonnent avec des petits bidules qu'ils vont peser sur le piton, le satellite, ils vont le détecter. C'est merveilleux, c'est super, ça je trouve, c'est super bon. Mais quand on est dans des endroits, on n'est pas très loin de la population, tout ça. Fait que ça, je trouve, c'est bien parce que ça ne sera pas long, il va y avoir quelqu'un qui va venir tout de suite à votre détresse. Vous pouvez rallonger cette liste-là si vous voulez. Parce que vous pouvez... quelqu'un qui n'est pas bon en cuisine, moi, je vais vous conter une petite anecdote vite. J'ai un monsieur que je connais, que lui, il a 65 ans. Tout le temps, il s'est marié, il avait 22 ans. Tout le temps qu'il était avant 22 ans, c'était sa mère qui lui faisait la cuisine. Après ça, il s'est marié. De 22 ans jusqu'à temps qu'il avait, lui, 65 ans, c'était sa femme qui faisait la cuisine. Il ne savait même pas faire cuire un œuf. Il n'a jamais fait à manger. Fait que quand sa femme est décédée prématurée d'un cancer, il était tellement pas capable de se débrouiller, pas capable de se faire manger, il fallait qu'il aille au restaurant. La seule affaire qu'il était capable, c'était de se faire des rôtis. Ça va bien, on met une tranche de pain, puis on le met dans le toaster, puis on ne peut pas rien que manger de ça non plus. Fait que, il allait au resto, puis cette année, il est allé dans une maison de retraite, puis c'était pourtant quelqu'un qui était travaillant, qui bougeait. Aujourd'hui, bon, maison de retraite, il ne fait pas rien, il se laisse vivre, il se berce, puis il attend de mourir. Ça, c'est pas de la survie, puis c'est dommage d'avoir gaspillé encore des belles années, puis 65 ans, je trouve que c'est encore jeune, quand même. Le monde sont capables d'aujourd'hui vivre facilement 80-85 ans, puis ils peuvent être alertes sans misère jusqu'à 75-80 ans. Je suis convaincu de ça, moi. Fait que s'il apprendra juste un petit peu faire à manger, ça, c'est sa base. On apprend à faire à manger, après ça, il se pratique, puis après ça, il va aller chercher, mettons, de la nourriture qu'il a trouvée dans le bois, puis il va être capable de se faire manger. Il va pêcher un poisson, il va être capable de se faire manger. Ça devient maîtrise. Là, j'en ai donné un autre comme ça. Il y en a plein de choses que vous pouvez rajouter. Mais moi, j'ai donné les 6 essentiels pour moi sur la survie que le monde, si ils veulent vraiment être des bons survivalistes, parce que vous pouvez rajouter vos faiblesses que vous savez, il ne faut pas être gêné, il faut être honnête dans qu'est-ce que c'est qu'on écrit. Fait que c'est bien important. Développez chacun de vos items, puis vous écrivez votre base, vous pratiquez et vous maîtrisez. Puis quand que vous avez tout rempli votre tableau, élargissez chacun des items ou trouvez-en d'autres sujets. Parce qu'on apprend toujours. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Elle a été un petit peu plus longue que prévu. Mais n'oubliez pas, partagez, inscrivez-vous, mettez-moi un petit pouce. Puis, on se retrouve à une prochaine vidéo.